C'est un enjeu sociétal, mais c'est avant tout un enjeu commercial client. Je pense que ce qui fait succès d'une politique RSE, c'est avant tout le soutien, le support de la direction. Je pense que la véritable innovation, elle viendra des nouveaux modèles d'affaires pour tendre vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise régénérative. On s'inscrit à des courses qui défendent des causes éthiques, des causes environnementales, des causes sociales. Ça permet d'engager tout le monde vers un but commun. Et quand on commence ça, on n'a pas envie de s'arrêter. Ça permet d'expliquer aussi ce qu'on fait sur le plan environnemental. Bonjour à tous, je suis Laetitia Carl, directrice générale de Greenly France, et aujourd'hui je vous présente le podcast de LIF. Le podcast de Greenly a pour ambition de devenir une plateforme de référence dans le domaine de l'ESG, en offrant un espace de discussion approfondi pour les professionnels du secteur. L'objectif est de partager des perspectives, des stratégies et des expériences qui inspireront et informeront ceux qui travaillent dans l'ESG ou qui s'y intéressent de près. Aujourd'hui, nous recevons Grégory Bourgnaud. Bonjour Grégory. Bonjour Laetitia. Qui va nous parler du coup de la stratégie ESG de Big Ben Connected. Alors Grégory, je vais peut-être te laisser te présenter et nous dire un petit peu ce que fait Big Ben Connected et ce que vous proposez comme service. Avec plaisir. Merci Laetitia pour cette invitation. Ça fait 3 ans que je suis dédié à la direction RSE de l'entreprise Big Ben Connected, qui elle-même fait partie du groupe Big Ben. Big Ben Connected, c'est le spécialiste de l'accessoire pour smartphone en France et en Europe. Et le groupe Big Ben, auquel appartient Big Ben Connected, est également un des leaders du jeu vidéo dans le monde, sur l'édition de jeux, sur les accessoires gaming et sur l'audio connecté. Super, donc l'ESG a un grand rôle à jouer chez Big Ben Connected. Comment, toi, tu adresses tous ces défis au sein de Big Ben Connected? Comment tu mets la stratégie ESG au centre de ce que vous faites? C'est un enjeu sociétal, mais c'est avant tout un enjeu commercial client. Il faut être pragmatique. On a la chance ou la contrainte d'être dans un environnement client où on a des acteurs qui visent la neutralité carbone en 2040. Donc ça nous oblige également à nous aligner sur ces exigences de décarbonation. Et puis c'est aussi une opportunité de valoriser tous les efforts que l'on fait, que l'on entreprend depuis plus de 10 ans chez Big Ben Connected, qui touchent à la RSE et qui nous permet aujourd'hui de valoriser notre politique dans une proposition client qui est extrêmement claire, qui est d'être le premier fabricant d'accessoires bas carbone. D'accord, et j'imagine que vous avez eu des défis dans l'implémentation de cette stratégie ESG, que vous en avez un peu au quotidien. Alors toi, quels sont les défis que tu rencontres dans ton métier et comment tu les surpasses? Alors, il y a plusieurs natures de défis. Il y a le défi produit, c'est comment on passe d'une activité d'accessoires principalement fabriqués à partir de plastique à des accessoires dont l'empreinte carbone est mesurée et basse. Eh bien, c'est avant tout à s'inscrire dans un temps long. Je pense que quand on fait de la RSE, on est avant tout dans le temps long, puisque les décisions, les actions qu'on prend à l'instant T, on en mesure les effets positifs que dans le moyen et long terme. Et ça a démarré il y a un peu plus de 10 ans avec la décision de réindustrialiser la fabrication des accessoires en France. Donc on a été le premier acteur sur la scène française à fabriquer des accessoires made in France, à commencer par des coques de téléphone. Et sans savoir, on était déjà dans les RSE à l'époque. Et depuis, on est fiers d'annoncer qu'une coque sur 4 est faite en France chez Big Ben Connected sous les marques Force, comme mon t-shirt, et sous les marques Big Ben. Comment vous conciliez cet objectif, donc ce long terme, comme tu viens de le dire, avec des objectifs court terme, de coûts, de compétition? Comment on peut concilier tout ça pour que ça marche? Je crois qu'avant tout, c'est valoriser tous les efforts de la RSE dans la proposition de valeur de l'entreprise. Je pense que si on approche la RSE sous le prisme de la conformité et donc de la contrainte réglementaire, je pense qu'on est dans la politique des petits pas. Si maintenant on fait de la RSE une opportunité de se différencier sur le marché, d'aller plus loin que la concurrence, et puis de défendre avant tout des convictions personnelles,
qui existent au sein de l'entreprise. Il y a des gens qui sont plus actifs sur la cause environnementale. C'est une opportunité de valoriser ce qu'on fait. Et le premier enjeu, c'est de marketer la RSE dans la proposition de marque des produits du groupe. Et comme je l'ai rappelé, la promesse, c'est des accessoires bas carbone. Et donc à partir du moment où cette promesse est valorisée auprès de nos clients, il est beaucoup plus facile d'investir économiquement et d'investir dans le temps sur la réindustrialisation. Il est beaucoup plus facile d'investir sur la réindustrialisation en France de nos activités, sur l'emploi de matériaux recyclés, puisque je le rappelle, aujourd'hui, le marché des accessoires mobiles dans le monde, c'est plusieurs milliards d'objets. S'il se vend à 1,4 milliard smartphones chaque année, c'est plusieurs milliards d'accessoires, avec des coques, des chargeurs, des câbles, des supports, des écouteurs, des casques. Donc on a une vraie responsabilité sur ces milliards de tonnes de plastique que l'on répand sur la planète chaque année. Et si on n'y prend pas garde, c'est avant tout le 7e continent de plastique qu'on vient nourrir année après année. Donc quand on est leader, on a une responsabilité. Et si on a des convictions, on va plus loin que les autres. Donc c'est le circuit court avec le Made in France, c'est l'emploi de matériaux recyclés à la fois dans les produits, à la fois dans les packaging. C'est la préférence à des transports bas carbone. Aujourd'hui, plus de 50% des produits qui transitent depuis la Chine vers l'Europe utilisent les bateaux versus l'avion, qui, comme on le sait, a un coefficient de gaz à effet de serre de x100. C'est au moment de l'utilisation des produits, avoir des chargeurs qui sont beaucoup plus économes en énergie pour recharger les batteries des téléphones. Et puis, c'est une approche de la fin de vie des produits qui passe avant tout par la collecte et le recyclage systématique des produits. Et on a mis en place d'ailleurs un service qui s'appelle la recyclerie et qui permet à tous les clients de nos produits de nous renvoyer à nos frais, c'est-à-dire gratuitement pour eux, leurs coques, leurs chargeurs, leurs câbles usagés, pour que ce produit, s'il est en bon état, puisse retrouver une seconde vie, ou alors être recyclé pour refabriquer des accessoires ou d'autres objets usuels du quotidien. Super, tu viens de citer énormément d'initiatives ESG que vous portez chez Big Ben Connected. Moi, je suis intéressée de savoir un petit peu comment ça se passe en interne quand il y a un conflit entre une initiative que tu as envie de porter sur la direction de l'entreprise et d'autres départements, donc soit aux produits, à la finance, marketing, où ça rentre en friction avec justement leur stratégie et leurs objectifs personnels. Est-ce que tu as un exemple d'une initiative que tu as essayé de porter où tu as eu des obstacles à surmonter en termes de politique interne ? Alors, je pense que les obstacles, on en a à chaque projet qu'on porte sur la RSE parce que c'est un domaine qui est nouveau. Donc à chaque fois, on apprend en marchant. Je pense que ce qui fait succès d'une politique RSE, c'est avant tout le soutien, le support de la direction. Si cette politique RSE n'est pas encouragée au niveau de la direction de l'entreprise, on ne va pas se mentir, il y a quand même très très peu de chances de succès qu'on aille très très loin dans le domaine. Donc la règle numéro 1, c'est avant tout d'avoir le support de la direction, d'avoir un sponsor du board le plus convaincu possible. Ensuite, j'allais dire, c'est beaucoup de sensibilisation, de pédagogie, d'explication pour expliquer à tous les collaborateurs de l'entreprise à quoi leur travail, les efforts, ce qu'on va leur demander de produire en plus par rapport à leur périmètre d'activité, va permettre de gagner au niveau de l'entreprise et au niveau également de leur fiche de poste. L'idée, c'est d'ouvrir un petit peu le regard de chacun sur les impacts qu'ils ont à leur niveau, au quotidien, sur l'environnement, sur le social, sur la gouvernance d'entreprise, et que d'une manière ou d'une autre, ça apporte un peu plus de sens à ce qu'ils font. On est tous responsables. On est tous responsables. Et je pense qu'il n'y a pas de frontière entre ce qu'on est dans sa vie professionnelle que dans sa vie personnelle. Je pense que c'est là où ce qui se passe dans la vie personnelle est très très riche pour la sphère professionnelle. C'est ça qui forge les convictions et qui aide les entreprises à aller beaucoup plus loin parce qu'elles sont avant tout portées par la force de conviction des individus.
Super. Et comment toi, tu as embarqué les employés? Donc j'imagine que s'ils rejoignent Big Ben Connected, c'est qu'ils ont un petit peu cette envie de chercher du sens, mais tu as un exemple d'initiative que tu as utilisé pour former tous vos employés et pour les embarquer un peu dans certaines de tes initiatives? Oui, alors à deux niveaux. Il y a celui de, comme je l'ai rappelé, de faire le marketing de la RSE pour que vis-à-vis du client, on ait une différenciation commerciale, produit, de marque. Et puis sur la sensibilisation des collaborateurs sur les risques et les crises climatiques. Sur la sensibilisation, ce qu'on a mis en place, c'est le programme The Week, qui se déroule, comme son nom l'indique, sur une semaine, en 3 sessions, avec des vidéos d'1 heure qui sensibilisent sur les crises, les enjeux, les risques climatiques, en jouant sur l'émotion. Et comme on le sait, si on veut faire bouger les individus, il faut aller chercher l'émotion, parce que c'est là où on vient travailler les gens sur ce qu'ils ont de plus sensible en eux, et qui peut faire déclencher, produire des déclics où il y a une prise de conscience, et ce qui n'était pas compris sur le plan environnemental, tout d'un coup devient une évidence, et comme je le rappelle, à la fois dans la sphère professionnelle et à la fois dans la sphère personnelle. Ça, c'est sur la sensibilisation collaborateur. Sur le plan du marketing de la RSE, je pense que ce qui a vraiment marqué des points, c'était de réaliser l'analyse du cycle de vie de nos produits pour afficher l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone de nos produits. Parce qu'à partir de là, on a compris plein de choses. Et finalement, la RSE est devenue une science beaucoup plus digeste, beaucoup plus claire, parce qu'on a compris comment s'articuler la vie de nos produits. C'est le principe de l'ACV, normalisé ISO 14040-44, je le rappelle, parce que c'est la seule norme qui permet d'analyser en multicritères les impacts du produit, qui trouve son inspiration dans le PEF, dans la norme PEF. L'ACV nous a permis de comprendre tous les impacts de nos produits à chaque étape clé de son cycle, depuis l'extraction des matières premières, sur la façon dont les produits sont fabriqués en usine, sur les modes de transport, sur l'utilisation du produit, et enfin sur sa fin de vie. Et à partir de là, ça nous a posé de vraies questions sur la manière dont on concevait les produits, pour passer d'un mode traditionnel de conception, de design de produits, à un mode totalement éco-conçu. Et aujourd'hui, 100% de nos produits sont éco-conçus et s'articulent autour de tous les axes du cycle de vie des produits. Et ce que ça a créé chez nos clients, c'est qu'on a été les premiers à afficher l'empreinte carbone des produits. Et là, tout d'un coup, ils ont trouvé l'information extrêmement utile, parce que nos clients, qui sont des entreprises du CAC 40 ou des grosses ETI, donc des distributeurs, des opérateurs, ont trouvé dans nos produits une donnée qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs, qui est l'empreinte carbone, et qui leur permet d'ajuster, de calculer au plus réel leur bilan carbone. Et comme on le sait... Scope 3, le fameux Scope 3. Et la RSE, c'est plein d'acronymes, c'est plein de conformités. Moi, j'aime utiliser des images pour que les gens comprennent beaucoup mieux que toutes ces lettres qu'on appose les unes derrière les autres et qu'ils parlent qu'aux experts du sujet. Moi, j'aime bien comparer le bilan carbone à la poubelle environnementale des entreprises. Quand on dit poubelle, les gens comprennent un peu mieux. Pourquoi ? Parce que le bilan carbone, c'est 3 scopes, 1, 2, 3. Et finalement, ça rappelle la façon dont on doit trier ses propres déchets ménagers à la maison. Le scope 1 et 2, c'est les émissions directes, comme tout le monde sait. C'est facile. C'est là où on peut avoir des progrès de décarbonation assez rapidement. Mais le scope 3, on se rend compte que, comme ce sont des émissions indirectes, ça ne dépend pas totalement de nous en tant qu'acteurs économiques. Ça dépend de la chaîne d'approvisionnement, à savoir nos fournisseurs, nos prestataires, et la façon dont on va les trier, c'est le cas de le dire. Et pour bien trier ces achats du scope 3, il faut savoir ce qu'on achète. Et pour savoir ce qu'on achète, il faut connaître l'empreinte carbone de ces produits. Et alors, vous, chez Big Ben Connected, comment vous vous assurez, comment vous gérez cette chaîne d'approvisionnement? Comment vous assurez qu'ils aient les mêmes standards en termes d'émissions carbone, mais pour tout le reste de l'ESG aussi? Comment vous gérez votre chaîne d'approvisionnement? Comme on fait des produits haut de gamme, avec une exigence forte sur la qualité,
la qualité appelant à la durabilité, et que notamment la marque Force a une proposition de valeur qui est la garantie à vie des produits, eh bien, on a rehaussé toutes nos exigences environnementales, sociales. Donc, quand on qualifie une nouvelle usine, un nouveau sous-traitant, on lui administre un questionnaire RSE. On fait des audits au niveau des usines. Et comme on connaît aujourd'hui assez bien le milieu industriel en Chine, en Europe et en France, on sait vers quel acteur se tourner par rapport à la qualité qu'on attend des produits. Et donc, on a là aussi un programme de sensibilisation vis-à-vis de nos fournisseurs, de notre chaîne d'approvisionnement, pour que ces gens-là, qui sont avant tout des partenaires, comprennent pourquoi on va les tirer vers le haut sur la qualité et sur la durabilité. Vous les faites quelque part un peu gagner en compétitivité parce qu'en répondant à vos standards à vous, ils répondront à des standards exigeants d'autres clients. Absolument. Quelque part, quand on travaille avec Big Ben dans notre univers, c'est une façon, quelque part, de se préparer à la CSRD pour toutes les usines qui sont en Chine et qui vont avoir de plus en plus de cahiers des charges exigeants sur tous les volets de l'ESG. Ben, nous, on a pris de l'avance par rapport à ça. C'est ce qu'on explique à nos usines. C'est que, certes, ça demande un petit peu plus d'efforts, de temps, de moyens consacrés, notamment quand on leur demande de nous répertorier toute la liste des matériaux pour faire nos propres ACV. Ben, c'est du temps gagné sur l'avenir. Encore une fois, c'est du temps long. Mais c'est de la compétitivité, de la productivité qui est gagnée demain pour eux. Vous parlez beaucoup de la Chine, c'est vrai que quand on pense à la durabilité, on pense au Made in France, etc. Et pourtant, vous avez beaucoup de suppliers, de fournisseurs en Chine. Est-ce que ça impacte beaucoup? Il y a ce coût du transport, ce coût en carbone du transport. Qu'est-ce que vous pensez de vos fournisseurs chinois et est-ce qu'ils sont sensibles à la question ou c'est vraiment vous qui les poussez à ça? Alors, nos partenaires chinois sont pas forcément plus durable que nos partenaires français. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, quand on fabrique en Chine, on dépend du mix énergétique du pays, qui est fortement carboné, alors qu'en France, comme on le sait, on a des énergies bas carbone avec le nucléaire. Donc, tout ça également favorise le fait d'accélérer la réindustrialisation en France. Ensuite, on a le transport. Même si on utilise principalement la voie maritime, ça reste de toute façon une empreinte carbone plus élevée sur la phase de transport que lorsqu'on le fait en France, où on est à moins de 300 km en moyenne de n'importe quel point de vente depuis notre entrepôt logistique et depuis nos partenaires industriels en France. Merci beaucoup. Et on parle aussi dans l'ACV, donc pour aller de l'autre côté de l'analyse de cycle de vie, sur la fin de vie. Comment vous contrôlez ou comment vous vous assurez que la fin de vie de vos produits soit la moins carbonée possible? Ça, c'est vraiment un sujet d'avenir et c'est un enjeu qui est majeur dans le comportement du consommateur. Puisque même si aujourd'hui on a été les premiers à proposer la recyclerie, qui est un service qui permet à tous les consommateurs de nos marques de nous renvoyer leurs produits usagés, c'est pas encore dans les habitudes de consommation des clients, des Français, des Européens. Il faudrait remettre les services de consigne qu'on a connus il y a plusieurs dizaines d'années de manière obligatoire. Il faudrait récompenser ce geste-là. On y réfléchit. Il faut trouver aussi le modèle économique pour rétribuer ce geste environnemental et citoyen. Mais c'est un enjeu qui prendra du temps. Même si aujourd'hui, on se conforme à toute la réglementation française et européenne à travers la D3E et d'autres éco-organismes, je pense que c'est avant tout un sujet qui, comme je rappelle, prendra du temps parce qu'il faut changer les habitudes. Et pour changer les habitudes, il faut donner aux consommateurs une bonne raison de le faire. Et il n'y a pas que la conscience environnementale qui suffit. Il faudrait rémunérer d'une manière ou d'une autre le consommateur. Ce qui revient à dire qu'il faudrait peut-être même revoir le modèle d'affaires de la façon dont on conçoit nos produits et nos offres pour que quand on paye un certain prix, un accessoire, on ait déjà intégré en amont la consigne de ce produit pour tendre le plus possible vers la circularité du modèle où, comme je le rappelle souvent, la ressource qu'on a empruntée à la planète, on lui rend en fin de vie du produit.
Ouais, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'innovations dans l'économie circulaire. Est-ce qu'il y a des innovations en particulier que vous avez vues de manière plus récente qui ont permis d'accélérer votre, je dirais pas votre transition parce que vous avez toujours été très durable, mais qui ont permis d'accélérer justement votre durabilité et vos initiatives ESG? Alors, il n'y a pas d'innovation de rupture aujourd'hui telle qu'on peut les connaître, hein. On est dans une approche finalement assez classique, hein, c'est-à-dire qu'on fait la part belle, bien sûr, à la recyclabilité des matériaux pour la fabrication de nos produits, les transports bas carbone, le recyclage fin de vie, ça je l'ai rappelé. Je pense que la véritable innovation, elle viendra des nouveaux modèles d'affaires pour tendre vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise régénérative, où là, il faudrait transformer le modèle économique de nos offres vers un modèle davantage basé sur l'usage que sur l'achat. Et ça, on y réfléchit à moyen terme pour que finalement, en produisant moins, on réduit bien entendu notre impact sur l'environnement, mais qu'on arrive dans un même temps à ne pas mettre en péril la rentabilité de l'entreprise. On est encore sur un modèle libéral, capitaliste, on est une société cotée en bourse, on a des engagements vis-à-vis de la communauté financière, de nos actionnaires. Donc il faut réussir ce double enjeu de rentabilité d'un côté et d'impact ESG de l'autre. Ça, je pense que ça passe par justement l'invention de nouveaux modèles d'usage, où on est très clairement sur l'économie d'usage. Alors maintenant, comment on le met en œuvre, comment on le définit pour les accessoires mobiles, ça reste à définir. Et c'est quelque chose dans lequel Big Ben Connected va jouer un rôle précisément, ou alors c'est quelque chose qui doit être mis en place par quelqu'un d'autre? Si oui, qui? Je pense que c'est un sujet qui concerne toutes les parties prenantes de notre écosystème. Alors, on a souvent été, et on continue de l'être, l'agitateur et le précurseur. Mais je pense que sur ces sujets qui concernent tout le monde à travers le bilan carbone, parce qu'on est quand même dans une économie où on achète la poubelle des uns et on la revend à ses clients. Donc il faut quand même changer de paradigme sur ce sujet. Je pense que c'est un enjeu qui touche nos fournisseurs, nous-mêmes et nos clients. Je pense qu'à un moment donné, il faut se mettre autour d'une table et définir des guidelines qu'on va essayer de respecter, où c'est pas tout le temps le prix qui va être le premier critère de sélection d'un produit ou d'un fournisseur, mais qu'il faut mettre de l'éthique dans nos business, dans nos affaires. Alors même si le cadre réglementaire aide dans ce sens-là, je pense qu'il va falloir être beaucoup plus courageux sur toute la chaîne de valeur, depuis le premier sous-traitant jusqu'au client final. Et qu'est-ce que vous pensez justement du cadre réglementaire? Vous aviez tout à l'heure, quand on parlait de diffusion de ces pratiques ESG, vous disiez qu'il ne fallait pas que ce soit vu seulement comme de la compliance. Là, j'ai l'impression que vous dites que ça ne va pas être la solution au problème. Alors, comment vous le voyez, ce cadre réglementaire? Est-ce qu'il est suffisant pour vous? Est-ce qu'il devrait accélérer? Et quels sont les leviers qu'on a pour ça? Je dirais qu'il a le mérite d'exister déjà aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un excellent point. Étant une société cotée en bourse, on avait déjà un exercice imposé à travers la DPEF, hein, qui nécessite de structurer, d'actualiser des indicateurs ESG. Ce que va permettre la CSRD, c'est d'aller structurer et de qualifier une donnée ESG qui sera accessible, lisible par tout le marché, qui va enfin faire la lumière sur les bons et les mauvais élèves en matière environnementale. Et ça, c'est une avancée qui est majeure. Elle permettra à moyen terme, ça c'est ma vision des choses, de mettre en place, ou en tout cas d'influencer un cadre fiscal qui, je le souhaite, permettra de rétribuer les bons élèves sur l'ESG versus les mauvais élèves. Et là, on pourra commencer à parler d'une économie plus juste, plus équitable, qui rétribue les investissements sur l'ESG, qui, comme je le rappelle, s'inscrivent dans le temps long et permettront de limiter les impacts des activités des acteurs européens sur le territoire européen. Et alors, selon toi, ce sera quoi les plus grands défis ESG pour Big Ben Connected à l'avenir, et comment tu envisages de les aborder? Comme je l'ai rappelé, c'est sur l'éco-conception. C'est qu'à un moment donné, ça va être de plus en plus difficile
de fabriquer des produits à base de matériaux recyclés. Ce sera de plus en plus difficile de trouver davantage d'usines capables de fabriquer des accessoires. Donc je dirais, la difficulté elle nous attend. Ça a été difficile jusqu'à aujourd'hui, mais quelque part, tout était à créer. On l'a fait, on a mis en place. Maintenant, il faut accélérer le mouvement et forcément, ça va demander des choix plus contraignants. Il y a aussi un enjeu de taille, c'est aussi d'accompagner toutes les femmes et les hommes de l'entreprise vers davantage d'envie, de conviction à faire aussi évoluer le modèle d'entreprise, parce qu'on n'est pas tous au même niveau sur la maturité environnementale, on n'a pas forcément les mêmes attentes, on n'est pas tous dans le temps long, on n'est pas tous dans le temps court. Donc c'est un sujet sociétal qui dépasse de très très loin les limites même de la société, de l'entreprise. Et alors, justement, pour engager ces hommes et ces femmes, pour conclure, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui ont cette fonction ESG dans l'entreprise et qui doivent porter ce message ? C'est de s'accrocher, de croire en leurs convictions et surtout, encore une fois, de s'inscrire dans le temps long et d'avoir un seul indicateur de succès ou de progrès, qui est celui de l'influence. La fonction RSE a la mission de faire bouger les lignes dans l'entreprise, mais ne peut rien sans toutes les fonctions de l'entreprise, à commencer par l'adhésion de la direction. Et c'est pour ça que la véritable mission d'un directeur, d'une directrice ESG ou RSE, c'est sa capacité à influencer chacun et le collectif avec des actions de sensibilisation, avec, n'ayons pas peur de dire, une certaine exemplarité personnelle. Je pense qu'il faut aussi incarner le changement, et il faut avoir les actes alignés avec les paroles, sinon on n'est pas crédible. Et ça passe par tout ce qu'on fait au quotidien, son rapport à l'autre, puisque quand on est dans les RSE, on est avant tout dans l'humain. La planète n'a pas besoin de la race humaine pour se sauver, mais la race humaine a besoin de la planète pour continuer d'exister dans des conditions d'habitabilité acceptables. Donc si on le fait, c'est avant tout pour soi-même et pour les générations à venir, et c'est toute la difficulté d'expliquer ça à tous les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Donc l'influence, c'est pour moi le véritable indicateur, et ça se mesure dans la durée. Super. Et alors, toi, tu penses que tu en es où dans l'influence, et est-ce qu'il y a une initiative ESG et en interne, pas forcément sur l'éco-conception de vos produits et votre impact ESG auprès de vos clients, mais quelque chose que vous faites en interne pour vous, pour Big Ben Connected, dont tu es particulièrement fier et dont tu voudrais parler aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs sujets, plusieurs actions, projets qu'on a mis en place, et tout ça, ça se lie pour que les gens comprennent que on a besoin d'environnemental, on a besoin du social pour nourrir l'un, l'autre, bien sûr la gouvernance. On parle beaucoup d'environnement, beaucoup moins de social, mais on a besoin justement de ce lien social dans l'entreprise pour faire bouger les enjeux environnementaux. Donc je pense que de créer des rendez-vous dans l'entreprise autour de causes avec le sport. On a créé notamment un club de running, c'est pas innovant en tant que tel, mais on s'inscrit à des courses qui défendent des causes éthiques, des causes environnementales, des causes sociales. Ça permet d'engager tout le monde vers un but commun. Et quand on commence ça, on n'a pas envie de s'arrêter. Ça permet d'expliquer aussi ce qu'on fait sur le plan environnemental. Ce qui se passe aussi au niveau de nos sous-traitants nous concerne. C'est pour ça qu'on a des cahiers des charges qui sont assez exigeants sur les normes BSCI, SMETA et autres, parce qu'on veut s'assurer que la façon dont nos produits sont fabriqués sont respectueux des droits de l'homme, et on sait que ce n'est pas tout le temps le cas en dehors de l'Europe. Et ça, c'est aussi des messages qu'on fait passer, et c'est aussi des sujets qu'on valorise dans le marketing de nos produits. Ok, et du côté plus macro, sur toute l'industrie de l'électronique en général,
Est-ce que tu as un dernier mot sur l'importance de l'ESG dans ce secteur de l'électronique ? Dans l'industrie de l'électronique grand public, il y a un enjeu de matériaux. Aujourd'hui, ça repose beaucoup trop sur le plastique. Même si demain on utilise 100% de plastique recyclé, il faudra toujours du plastique vierge, donc il faudra toujours faire appel à des énergies fossiles. Donc on sait qu'à terme, ce n'est pas un matériau qui est durable. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est une innovation vraiment de rupture sur les matériaux, et de rupture qui permettent à la fois de répondre aux enjeux de qualité, aux enjeux de durabilité et aux enjeux économiques, et puis aux enjeux de choix du consommateur. Aujourd'hui, on n'a pas accès à cette innovation. Et puis, au-delà du plastique, il y a toute l'électronique embarquée dans les produits, tous les circuits imprimés avec ces composants, qu'aujourd'hui on a du mal à industrialiser en France, déjà si on veut parler de circuits courts. Et puis, ces composants électroniques font appel à des terres rares, et on sait que ce n'est pas non plus soutenable à terme. Donc là, encore une fois, il va falloir changer les modèles d'usage et les modèles d'affaires vers une économie davantage tournée sur l'usage que sur la production illimitée. Et là, encore une fois, je pense qu'il va falloir mettre tout le monde d'accord autour d'une table, avec plus ou moins de réglementation et de contraintes, pour qu'on puisse y arriver. Et je pense que dans le modèle capitaliste dans lequel on se trouve, ça ne sera possible qu'avec un cadre fiscal qui rétribuera les meilleurs acteurs, les plus vertueux sur le plan ESG, versus ceux qui n'auront pas fait ces investissements hier pour pouvoir en profiter demain. Et voir encore, une fois, sur le long terme, et pas que sur le court terme, comme tu nous as bien dit tout au long de cet entretien. Absolument. C'est super. Merci beaucoup pour tout ça, c'était super inspirant.